Au fil du temps, nos paysages ont été façonnés par les activités et l'imagination des hommes. Fruit de cette ingéniosité, les secteurs liés à l'innovation sont une source de vitalité économique qui agit comme moteur de développement pour tout un territoire. À la source de cette créativité se trouvent des hommes et des femmes. Innovateurs visionnaires, ils inventent pour nous le monde de demain. La production d'énergie est souvent perçue comme une activité polluante qui a longtemps été basée sur des ressources naturelles limitées. Pourtant, la recherche scientifique actuelle permet d'entrevoir des solutions alternatives propres. Répondre durablement à nos besoins croissants en énergie, tel est le défi que nos innovateurs ont décidé de relever. Située au confluent de l'Isère et du Drac, la ville de Grenoble représente un bassin économique particulièrement dynamique dans le secteur de l'énergie. Sa situation géographique, au cœur des montagnes, lui a permis d'être pionnière dans le domaine hydroélectrique. Depuis 1956, elle accueille le Commissariat à l'énergie atomique, centre de recherche de renommée internationale dont une partie des travaux s'oriente aujourd'hui vers de nouvelles énergies. Classée 5e ville la plus innovante au monde par le magazine américain Forbes, de nombreuses startups ont choisi de s'y implanter pour développer leurs projets. C'est dans ce bassin grenoblois que Christophe Perron a mis au point son concept de chaudière numérique. En creusant un petit peu le monde des data centers que je ne connaissais pas, j'ai compris très rapidement que la problématique centrale des centres de données, c'est vraiment la gestion de l'énergie, la gestion de la chaleur au sein de ces usines à serveurs. J'ai réalisé qu'il y avait une aberration énergétique à finalement utiliser une climatisation pour absorber une chaleur dont nous avons besoin tous les jours, ne serait-ce que pour nos besoins en eau chaude sanitaire, en douche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les data centers dans le monde émettent autant de CO2 que la moitié de la flotte aérienne mondiale. Et c'est suite, en effet, à ce constat, il y a 5 ans de ça, que m'est venue l'idée de valoriser la chaleur issue des serveurs informatiques. C'est en plein cœur de Grenoble, dans un immeuble résidentiel, que Christophe Perron a installé son premier prototype de chaudière numérique. Nous sommes donc ici dans une chaufferie d'un immeuble d'une trentaine de logements à Grenoble. C'est dans cette même chaufferie que nous avons installé, il y a un an de ça, notre première version de chaudière numérique. Cette chaudière numérique qui est composée de serveurs informatiques qui sont immergés dans un fluide isolant électrique et caloporteur. Ce fluide permet de récupérer la totalité de la chaleur issue des serveurs informatiques pour venir la stocker dans ce ballon tampon. L'eau de ce ballon tampon passe d'une dizaine de degrés à 50 degrés grâce à la chaleur de nos serveurs pour ensuite venir alimenter ce ballon de production d'eau chaude sanitaire qui termine le chauffage de l'eau pour la monter à plus de 60 degrés et permettre aux habitants de cet immeuble de bénéficier d'une eau chaude moins chère. Une personne qui va acheter une chaudière, par exemple à gaz, va non seulement faire un investissement pour installer et pour acheter le matériel de sa chaudière, mais va devoir également payer le gaz qui fait fonctionner sa chaudière. Dans notre cas, nous proposons une chaudière que l'on vend une fois pour toutes et qui va générer de la chaleur en continu que le client final ne paiera pas. Le deuxième utilisateur qui va utiliser nos ressources informatiques et donc qui va générer cette chaleur va bénéficier de ressources informatiques qui n'ont finalement aucune empreinte énergétique pour notre planète. Google, Microsoft, Facebook, tous les géants du numérique recherchent sans cesse de nouvelles pistes pour refroidir leurs serveurs et limiter l'utilisation de climatiseurs. L'innovation de Christophe Perron intéresse donc les entreprises numériques soucieuses de leur empreinte écologique tout en leur proposant une réelle alternative économique. C'est à Monténard, à 30 km de Grenoble, que Christophe puise son inspiration. Véritable antre de l'inventeur, c'est dans son garage que ses premières chaudières numériques ont vu le jour. Alors ici, nous sommes dans la salle qui a donné naissance aux premières preuves de concept
de chaudière numérique. Vous avez ici à votre droite des premiers essais avec une huile de moteur, les seconds essais avec une huile de paraffine et avec en supplément un ajout d'un volume d'eau qui permet de vérifier que l'eau était en mesure de refroidir les serveurs informatiques. Ces premières étapes validées, nous avons décidé de mettre en place une preuve de concept à dimension réelle avec un ballon d'eau de plus de 200 litres. Et nous avons donc démontré que nous étions en mesure, avec des serveurs informatiques, de chauffer à plus de 45 degrés de l'eau chaude sanitaire. C'est quelque chose comme une dizaine d'heures par jour pendant plus d'1 an et demi, pour à la fois étudier, mettre en place et expérimenter. Et c'est ici qu'on a construit la première chaudière numérique qui est aujourd'hui installée dans un local de chaufferie d'un bâtiment de plus de 30 logements. Donc le fait d'être dans un cadre de vie très nature, alors que au niveau professionnel, je travaille dans un milieu très technologique, me permet de prendre énormément de recul et de réinventer les choses et de voir les choses surtout sous un angle différent. J'ai toujours vécu avec le souci de l'économie de manière générale, et notamment de l'économie d'énergie, puisque l'énergie avait un coût. Par contre, il y a eu vraiment un déclic un jour, parce que cette envie de vivre à la campagne en symbiose avec la nature a été remise en question par une question que ma sœur m'a posée un jour, et qui était la suivante. Comment est-ce qu'on peut à la fois vivre plus proche de la nature sans dépenser beaucoup d'énergie à aller à cette rencontre avec la nature, ne serait-ce que par le transport routier. Et donc c'est par rapport à cette journée-là que je me suis lancé dans le défi de l'économie d'énergie à plus large échelle, et donc à l'échelle des 9 ou 10% d'électricité que consomment aujourd'hui les data centers en France. Afin de développer son projet et son principe de sobriété énergétique, Christophe souhaite aujourd'hui se faire connaître et se rapprocher des acteurs du secteur public. L'Université Lyon 3 a été la première à manifester son intérêt pour l'installation d'une chaudière numérique dans ses bâtiments. Notre première rencontre avec Christophe Perron a eu lieu lors d'un concours sur l'énergie intelligente. On a été séduit en particulier par, bien sûr, le personnage, le dirigeant, le créateur d'entreprise, extrêmement dynamique, mais aussi par la solution. On a décidé d'installer un démonstrateur chez nous, c'est-à-dire de tester un certain nombre d'usages, de contraintes techniques qui n'étaient pas forcément envisagées par l'entreprise au départ. Et ce démonstrateur maintenant va nous permettre de produire de l'eau chaude sanitaire pour nos étudiants, notamment pour la salle de sport, qui est pourtant produit par les serveurs informatiques de la bibliothèque. Donc les étudiants qui travaillent en bibliothèque sur des serveurs légers produisent de l'énergie qu'ils peuvent réutiliser derrière dans le cadre de leur activité sportive. On pense que ce démonstrateur est très intéressant parce qu'il cible un marché qui peut être un marché par exemple pour les CROUS, et on voit très bien l'association qui pourra être faite à l'avenir entre des universités qui ont des data centers importants et des résidences universitaires qu'on pourrait fournir en eau chaude. Et je pense que ça servira à la fois à ces clients potentiels de voir que nous, en tant qu'université, nous avons réussi à le mettre en place. Le carnet de commandes de Christophe Perron se remplit, la chaudière numérique semble promise à un bel avenir. Mais pour en arriver là, cet innovateur a dû surmonter un grand nombre de difficultés. Je suis parti avec l'idée géniale de pouvoir recycler la chaleur issue des serveurs informatiques, mais une idée, c'est finalement qu'une idée et il faut pouvoir la vendre ensuite. Et finalement, les critères de décision sur la vente sont au final des critères financiers. Donc il faut réussir à partir d'une idée géniale, de la transformer en un produit vendable. C'est un jeu où on peut perdre beaucoup, donc voilà, c'est un petit peu le propre de l'innovateur. Il faut qu'il sache faire des sacrifices, il faut qu'il ait conscience de ses sacrifices et il faut aussi qu'il puisse se fixer des limites pour éviter de tout perdre. Mais je dirais que quelque part, quand on est vraiment persuadé, passionné, on réussit à s'alimenter en tout cas par cette volonté de changer le monde. Le fait d'avoir un écosystème, des amis, une famille, des collaborateurs qui nous aident, qui nous poussent à toujours avancer est essentiel dans la démarche de l'entrepreneur. Si c'était à refaire, je le referais peut-être un petit peu différemment, avec de l'expérience forcément, avec des décisions des fois un peu différentes, mais de manière globale, je le referais à l'identique. Riche de plusieurs siècles d'aventures industrielles,
L'activité économique de la région Franche-Comté s'est développée grâce à la présence de ressources naturelles abondantes, notamment en eau et en bois. Connue pour ses industries dans le secteur des transports et de l'automobile, elle accueille également de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine de l'énergie. C'est dans la ville de Dole, ancienne capitale de la Franche-Comté, que Dominique Perreux travaille à l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie alternative. Moi, j'ai un parcours universitaire, donc formation d'ingénieur, une thèse de doctorat sur les matériaux composites. Ces matériaux composites, c'est quelque chose qui est utilisé effectivement pour faire des réservoirs d'hydrogène. Donc, pendant une bonne partie de ma carrière, en tant que professeur d'université, j'ai travaillé sur le comportement de ces matériaux de manière à mieux les comprendre, à mieux les dimensionner. Un des intérêts de notre société, c'est qu'on est très porté sur la recherche. Donc on a développé dans le passé et on développe de façon encore plus active dans le présent des recherches intensives sur les meilleures manières, les manières les plus efficaces de stocker l'hydrogène pour des applications à l'énergie. L'avantage de l'hydrogène, il est multiple. D'une part, c'est un vecteur d'énergie très puissant. Pour donner un petit exemple, 1 kg d'hydrogène, ça permet de faire 100 km en voiture. D'autre part, c'est un vecteur non polluant. Il ne va pas produire de gaz à effet de serre ou de choses comme ça. L'hydrogène est le gaz le plus présent dans l'univers. Composant principal du Soleil, on le retrouve en grande quantité dans l'eau. Utilisé essentiellement dans la chimie, le raffinage ou l'industrie, 95% de l'hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles. C'est pourquoi de nouvelles pistes sont aujourd'hui explorées pour le fabriquer à partir des énergies renouvelables. Son stockage et la démocratisation de son utilisation font partie des défis majeurs à relever pour les prochaines années. Un des problèmes, c'est d'arriver à mettre le maximum d'hydrogène dans le minimum de volume et le minimum de masse. Une des réponses à ça, c'est d'avoir un réservoir dans lequel on comprime l'hydrogène. Et pour qu'il soit léger, on utilise les matériaux composites. C'est vraiment le départ de notre activité. Et puis, en parallèle, il y a une douzaine d'années, on a travaillé sur une autre méthode qui utilise, elle, un média intermédiaire, un matériau intermédiaire, dans lequel, finalement, l'hydrogène va rentrer. Une sorte de matériau qui absorbe l'hydrogène et le laisse dans des conditions de pression et de température acceptables. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle un stockage solide avec des hydrures métalliques. Donc notre technologie de stockage par voie solide se base sur l'utilisation d'alliages un peu spécifiques, métalliques, que l'on appelle des hydrures, que l'on fabrique nous-mêmes en interne. On part en fait d'éléments d'alliage sous forme de barres ou de plaques que l'on découpe, que l'on place dans le creuset du four à induction, qu'on va monter à une température de fusion donnée pour obtenir un nouveau matériau parfaitement homogène et qui présentera la capacité de stocker l'hydrogène. Donc on obtient après refroidissement un lingot métallique que l'on va venir broyer jusqu'à l'obtention d'une poudre qui est ni plus ni moins que la poudre que l'on va retrouver dans nos réservoirs et qui va permettre de stocker l'hydrogène sous forme solide. Une des activités qui nous a caractérisés pendant une partie, c'était de développer une tondeuse. Une tondeuse, c'est quelque chose qui produit ce qu'on appelle du smog, qui est lié aux combustions non complètes des hydrocarbures. Avec une tondeuse à hydrogène, on a effectivement quelque chose qui ne produit pas de smog. Donc ici, on a une tondeuse à hydrogène et à moteur à combustion. Donc en fait, l'hydrogène qui est stocké dans ces réservoirs va sortir. Cet hydrogène, il est ensuite injecté au niveau des chambres de combustion, des moteurs à piston. On va avoir combustion de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air, un peu à la mode d'un moteur thermique. Contrairement à ce qui se passe avec des combustibles fossiles, là, ici, on va avoir production uniquement d'eau. À l'intérieur de ce réservoir d'hydrogène, on va donc trouver un matériau hydrure. On a ici à peu près 1,2 kg d'hydrogène qui va être stocké. De quoi faire fonctionner la tondeuse entre 2 à 3 heures.
Donc pour l'individu, c'est vraiment le confort environnemental, d'une part, et puis en même temps, il ne change pas de modèle, il garde ses habitudes, il garde son type de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est gagnant sur tous les tableaux. À la fois le côté non polluant et à la fois, finalement, sa culture d'usage n'est pas remise en cause. On lui garantit plus d'autonomie, plus de sécurité avec ses vecteurs hydrogène. Ces dernières années, l'hydrogène s'est révélé être un carburant particulièrement efficace pour les engins spatiaux. Grâce aux avancées en matière de stockage d'hydrogène et au développement de piles à combustible de plus en plus performantes, ces champs d'application dans le domaine des transports s'ouvrent désormais au grand public. De nombreuses recherches visent à étudier son utilisation dans les secteurs ferroviaires, maritimes et automobiles. Aujourd'hui, on en est au début. Le champ d'activité que peut couvrir l'hydrogène, compte tenu de ses vertus énergétiques, il est très très large. Nous, de par notre formation, nos croyances en la technique, on pense effectivement que les innovations, elles sont là pour augmenter le bien-être des gens et répondre à des problèmes que finalement les anciennes innovations finalement ont pu créer. Donc à chaque fois, il y a cette course à la réponse à des problèmes de façon à ce que le bien-être des personnes, des gens et de la planète en général soit assuré. Et donc, je dirais que c'est quand même un peu cette conscience environnementale qui nous a amenés à réfléchir sur des moyens efficaces de pouvoir un jour installer ça dans des véhicules ou dans d'autres applications. Et c'est cette rencontre entre la conscience que l'on avait du problème environnemental et puis les technologies qu'on avait mis en œuvre pour d'autres aspects qui ont fait finalement que l'on a eu envie, avec mes 3 autres associés, de foncer et puis d'essayer de créer cette société. La recherche, c'est quand même une part de jeu, donc si on aime jouer, on aime la recherche parce que finalement, la différence entre un jeu, c'est qu'on ne connaît pas forcément les règles et qu'en jouant, on essaye de les mettre au point. Donc c'est finalement une activité très, très intéressante et très ludique. Mais on ne perd pas de vue également qu'il faut la valoriser, que si on reste finalement avec des belles équations et 3 ou 4 grammes de matériaux qui se battent au fond d'une éprouvette, on ne va pas faire grand-chose. Donc il faut effectivement faire que cette innovation trouve son débouché, trouve son utilisateur, et puis en même temps qu'elle trouve ça, eh bien, elle trouve les emplois qui vont en découler. Lieu de concentration des populations, des activités et des richesses, la ville est par essence gourmande en énergie. En Suisse, les 3/4 de la population vivent aujourd'hui en ville ou dans les agglomérations. Au niveau mondial, les villes concentrent les 2/3 de la consommation d'énergie et produisent 70% des émissions actuelles de CO2 liées à l'énergie. Face à la raréfaction des ressources et à l'augmentation de nos besoins énergétiques, il est indispensable de trouver rapidement des solutions innovantes et propres pour les années à venir. C'est dans le canton de Fribourg, à Villa-Saint-Pierre, qu'ACEF Asam développe une nouvelle solution de production électrique solaire. L'idée principale, c'est que d'ici 2020, 2050, surtout 2050, plus que la moitié de la population de Terre va habiter dans les villes, et dans les villes, c'est là où ils vont consommer l'énergie. Et notre défi, c'est de produire cette énergie à l'intérieur des villes. Dans les villes, les bâtiments sont de plus en plus hauts. Il y a peu de surface en haut de bâtiments, mais par contre, toute la surface de façade, il peut être productrice d'énergie. Notre innovation, c'est d'amener les cellules solaires à colorant dans la peau de bâtiment et rendre le bâtiment autosuffisant au point de vue énergétique. Pour développer son concept, ACEF Asam s'est inspiré du fonctionnement des plantes. Cette approche, appelée biomimétisme, consiste à imiter les mécanismes observés dans la nature pour les adapter aux activités humaines. Les ingénieurs, ils ont toujours copié la nature. Vous prenez toutes les inventions du monde, de Bell jusqu'à les inventeurs de radars, sonars, les avions furtifs. Ils ont toujours essayé de copier la nature. Si vous regardez cette feuille qui est producteur d'énergie et imaginez ce grand bâtiment couvert de ces cellules, il peut nous produire assez d'énergie pour être autosuffisant.
En mimant la nature, cet effet photosynthèse, nous avons besoin d'une surface pour absorber la lumière et une structure épongeuse à l'intérieur de cette feuille pour transformer l'énergie en énergie chimique et finalement des systèmes de canaux pour faire évacuer. Pour la fabrication des cellules solaires à colorant, c'est le même principe. Nous avons deux plaques de verre, un sandwich de deux plaques de verre, un pour capter la lumière, un système épongeuse pour transformer l'énergie et le deuxième plaque de verre pour faire évacuer les électrons. Nous avons réussi à mettre au point une méthode de collage de deux plaques de verre avec la fusion de verre entre les deux. Et c'est ça qui crée la barrière hermétique pour encapsuler notre chimie sensible. Et ça a permis aussi à la fois, en même temps, d'amener cette technologie qui était dans l'ordre de centimètres carrés à des dimensions beaucoup plus grandes, ordre de 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, c'est ça le produit final, qui est à la fois grande, coloré, qui laisse passer la lumière, et c'est ça qu'on peut intégrer dans le bâtiment, à la fois à la place de façade ou encore des fenêtres. Voici un modèle réduit des modules que nous produisons et en mettant deux fils électriques et passant devant la lumière, il produit assez d'énergie pour faire tourner ce moteur. Si je l'éloigne, vous voyez qu'il s'arrête. Aussitôt que je le mets devant, il commence à créer l'énergie. Un savant, c'est celui qui fait les inventions et c'est à nous, les ingénieurs, d'amener cette invention vers un produit utilisable pour un grand public. Quand au départ, on invoquait le fait d'amener les cellules solaires à colorant dans le pot de bâtiment, tout le monde rigolait gentiment pour dire qu'il a de grands chemins à faire. Mais aujourd'hui, au niveau de convaincre la population et surtout les architectes, parce que notre cible, c'est quand même le bâtiment, je crois que nous avons fait le chemin. Symbole en matière de consommation d'énergie, l'aéroport de Genève est la première structure publique à avoir cru en cette innovation. En plus de favoriser la production d'énergie propre, cette technologie offre à l'aéroport de nouvelles possibilités d'aménagement intérieur. Ici, à Genève Aéroport, ce sont quelques 14 millions de passagers qui, chaque année, empruntent cette passerelle. Et nous avons mis en place cette zone de test où les panneaux ont été intégrés dans le garde-corps de façon harmonieuse. Et personne ne pourrait se douter qu'effectivement, ça produit de l'électricité toute l'année, même à l'intérieur, en lumière diffuse, puisque la technologie le permet. Aujourd'hui, la production solaire reste relativement anecdotique, puisqu'on parle de quelques pourcents par rapport à la consommation totale du site. Néanmoins, l'augmentation et la croissance de cette production est quasi exponentielle. Également séduits par ses avantages techniques et esthétiques, des professionnels du bâtiment commencent eux aussi à faire confiance à cette technologie. Conscients des contraintes énergétiques des constructions modernes, ils voient en cette innovation une réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, on veut et on doit faire de l'énergie verte. Notre futur est là. Je pense qu'on a notre rôle à jouer en tant que responsabilité d'entreprise, mais en tant que chaque individu. Si ça marche, c'est un nouveau paradigme. On pourra avoir de l'énergie qui vient du soleil, mais aussi quand le soleil n'est pas vraiment là, c'est-à-dire nuage, c'est une technologie qui marche avec la lumière diffuse. Donc vous pouvez le mettre n'importe où et pas uniquement sur les toits, orienté sud, 30 degrés d'inclinaison, etc. Et puis la couleur, ce n'est pas un élément qu'il faut cacher à quelque part parce qu'il faut faire avec. On va colorer le monde, on va mettre de la couleur, on va jouer avec les architectes, on va donner une valeur ajoutée à ces bâtiments au lieu de devoir cacher ça sur les toits. Le parcours d'Assef Azam est une réussite. C'est grâce à son courage qu'il peut aujourd'hui partager sa vision du monde de demain. Pour moi, l'aventure a commencé dès le moment que je suis venu en Suisse et j'ai fui un pays en guerre. L'Afghanistan a été occupé par l'armée rouge, donc je suis venu ici en Suisse en tant que réfugié. J'ai commencé à travailler et depuis que j'étais en contact avec cette technologie, tout à coup, ma vision du monde a changé. Avant, je pensais beaucoup plus à la défense de mon pays ou de la population et maintenant, je pense plutôt à la défense de l'humanité
vis-à-vis de destruction que nous leur faisons subir. Et c'est ça qui est devenu une de mes préoccupations principales. Dès le départ, j'ai appris aussi ça qu'à côté de tout ce qu'on fait comme travail technique et invention, il y a une vie familiale, j'ai un enfant et une famille que je m'occupe. C'est ça que j'ai essayé de faire une bonne mélange entre ma vie privée et le technique qui est celle des cellules solaires à colorant.